Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos. Et on va voir dans cette nouvelle vidéo quels sont les 10 commandements du banquier. Vous allez voir que certaines sont répétées par rapport à la première vidéo, mais je fais ça volontairement, c'est pourquoi c'est pour faire de l'ancrage. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le récapitulatif de la vidéo précédente et de cette vidéo en cliquant sur la fiche qui est juste là. Comme ça, avec ces 3 vidéos, vous allez pouvoir vous constituer une sorte de méthode pour que vous n'oubliez aucun des précieux points que je m'apprête à vous livrer dans cette vidéo, comme je l'ai fait dans la précédente et comme je vais le faire également dans la suivante. Maintenant, on passe dans le vif du sujet de cette vidéo avec justement le premier commandement que vous devez faire pour vous attirer justement les faveurs de votre banquier, c'est d'avoir des relevés de compte nickel. N'imaginez pas que votre banquier vous suivra si vous gagnez 1 500 € par mois et que vous avez déjà 600 € de crédit à la consommation. Je ne parle pas de crédit déjà pour du locatif, là c'est très différent, mais des crédits à la consommation pour acheter des biens qui sont périssables ou qui vont perdre de la valeur. Mettez de côté, remboursez par anticipation, arrangez-vous, mais commencez votre projet immobilier une fois que vous n'avez plus ce genre de dette, car l'immobilier peut vraiment propulser des gens si vous avez une bonne santé financière, mais vraiment les enterrer si vous avez une situation financière qui n'est déjà pas bonne. Deuxième commandement, vous devez avoir la totalité des documents sur vous. Il y a la liste des documents classiques que la banque va vous demander de base et la liste des documents magiques que vous ne verrez que dans cette vidéo. Mais vous pouvez également les télécharger en cliquant sur la fiche qui est juste au-dessus. Vous allez avoir le récap de la vidéo d'aujourd'hui ainsi que le récap de la vidéo précédente. Et lorsque la troisième vidéo sortira, vous aurez le troisième récapitulatif. Donc, au niveau des documents classiques, il y a bien sûr les 2 derniers avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de salaire. Vous avez donc justificatif d'identité, ça c'est très simple, contrat de mariage, justificatif de domicile actuel, le compromis de vente bien sûr, n'allez pas voir votre banquier si le compromis de vente n'est pas signé, et si vous empruntez via une SCI, si celle-ci est constituée, apportez le cabis, les statuts, la déclaration 2044 si c'est déjà une SCI qui existe depuis déjà quelques temps, apportez au moins vos déclarations 2044 sur les 2 dernières années et ensuite amenez les baux d'habitation parce que si vous achetez un studio qui est déjà loué, il faut prouver au banquier qu'il y a bien un bail de location qui lie le locataire à son logement et si vous achetez un immeuble, je sais pas, de 5 ou 10 appartements, vous devez fournir les 5 ou 10 baux de location. C'est normal, mais je préfère quand même le réitérer ici. Et dans la liste des documents magiques, il y a le premier, c'est l'avis de valeur locative. Ils servent à justifier le montant que vous allez mettre dans le calculateur des investisseurs intelligents que je vous encourage à télécharger en cliquant sur le lien qui est juste ici, au-dessus de ma main, là, sur la fiche qui est juste là, parce que c'est un document qui va vous aider à prouver la véracité des chiffres que vous allez mettre dans ce tableau. Ensuite, il y a l'avis de valeur vénale. C'est un document format A4 qu'un notaire ou qu'un agent immobilier peut produire au même titre que l'avis de valeur locative, sauf que l'avis de valeur vénale vous dit que votre bien immobilier vaut tant. Il vaut 120 000 alors que vous sollicitez auprès de votre banquier un crédit à 100 000 € pour acheter un bien qui en vaut 120 000. Donc ça prouve que vous faites une bonne affaire et ça prouve que le banquier peut simplement prendre une hypothèque sur un bien qui vaut 120 000 € et il n'aura pas d'apport à vous demander. Le troisième document, c'est l'attestation GLI, garantie loyer impayé. C'est justement un papier qui prouve que le propriétaire qui vend l'appartement que vous êtes en train d'acheter et pour lequel il a pris une assurance, une garantie loyer impayé sur le locataire qui occupe actuellement l'appartement, si vous montrez cette attestation de garantie de loyer impayé auprès du banquier, le banquier pourra considérer 100% des loyers et non 70%. Ensuite, vous avez les 3 dernières quittances de loyer parce que ça n'est pas parce que vous avez un locataire en place qu'il paye, etc. Donc, vous devez produire les quittances de loyer, prouver que le locataire en place paye bien son loyer depuis déjà quelques temps et puis bien sûr, fournissez le dossier de banque avec toute l'étude. Ça, c'est vraiment énorme. Troisième commandement, vous devez prouver à votre banquier que vous maîtrisez votre sujet et votre marché. Quand je dis votre marché, je dis simplement que vous achetez un appartement style un T2 dans le quartier Sainte-Anne à Toulon. Vous devez dire à votre banquier que vous avez dans le quartier Sainte-Anne visité l'appartement qui est situé dans cette rue-là, l'appartement dans cette rue-là, un appartement dans celui-ci et que aujourd'hui vraiment le mieux en termes de prix, c'est vraiment celui-ci. Donc vraiment, maîtrisez votre sujet et maîtriser votre marché. Quatrième commandement, vous devez présenter un dossier soigné au travers d'une étude qui est poussée. Dites-vous une chose, c'est que le banquier ne devrait prendre aucune note de tout ce que vous allez lui raconter parce que tout doit être écrit dans le dossier de banque. Cinquièmement, les crédits conso sont interdits. Ça, vous le savez déjà, mais je préférais ici quand même le rappeler. Sixièmement,
vous devez dire à la banque que vous allez domicilier vos revenus au sein de son établissement. Alors, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez également domicilier votre salaire, mais vu que vous allez créer quelque part une entreprise, même si vous le faites en propre, vous allez acheter un appartement, forcément, il faut que les loyers qui vont atterrir sur le compte en banque soient sur le même compte sur lequel le crédit sera prélevé. Je pense que c'est assez simple à comprendre. La domiciliation de revenus peut être considérée comme un échange de bons procédés. Forcément, la banque vous prête de l'argent, le locataire verse son argent sur ce compte en banque-là et c'est depuis ce compte en banque-là que l'argent du crédit sera prélevé. Mais vous, rien ne vous empêche également de domicilier votre revenu, votre salaire. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça montre que vous jouez le jeu et une fois de plus, c'est un échange de bons procédés. N'oubliez pas que c'est le banquier qui va vous permettre d'obtenir votre liberté financière, investissement après investissement. Mais vraiment, soyez sûr et certain que c'est quelque chose qui va vous faire marquer beaucoup de points parce que si le banquier remonte à sa hiérarchie, qu'il a réussi justement à faire domicilier des salaires, à faire ouvrir des comptes en banque, que Monsieur Dupont, il a fait un crédit immobilier chez nous et il a ouvert 2 livrets A pour chacun de ses 2 enfants, ça fait marquer des points et c'est très très bien vu au niveau de la banque. Ça augmente votre scoring bancaire de manière énorme et ça vous facilite l'obtention d'autres crédits pour après. 7e commandement, dites-lui que vous êtes formé à l'investissement via la chaîne justement des investisseurs intelligents ou via d'autres formations, via des livres, via tout ce que vous voulez si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment important d'appuyer là-dessus et de dire écoutez voilà, je suis pas né la dernière pluie, je me suis quand même pas mal renseigné, j'ai quand même lu pas mal d'ouvrages, je n'arrive pas ici comme un cheveu sur la soupe, je suis préparé. 8e, montrez à votre banquier que vous avez la maîtrise de la fiscalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fiscalité a le droit de vie ou de mort sur votre projet immobilier. Vous avez donc intérêt à la maîtriser si vous ne voulez pas que ce soit elle qui vous maîtrise. Expliquez-lui le tableau des investisseurs intelligents. Allez-y, faites du ping-pong avec toutes les formes juridiques qu'il est possible de faire et vous allez voir que votre banquier va grandement apprécier le fait que vous soyez à l'aise avec ces notions qui peuvent paraître très complexes, tout simplement. 9e commandement, vous parlerez à votre banquier d'un engagement et d'un projet sur le long terme. Essayez, même si ce n'est pas vrai, d'avoir une raison noble à donner à votre banquier pour justifier le fait que vous souhaitiez faire de l'investissement immobilier. Si vous dites voilà, moi je veux 3 appartements qui vont générer chacun 600 € de cash flow et dès que j'aurai suffisamment de cash flow, j'arrête mon travail, je pars vivre aux Maldives sur un bateau. Non, le banquier ne veut surtout pas entendre ça. Il veut surtout entendre que vous serez constant dans votre travail, constant dans votre salaire. Donc surtout, ayez une raison noble et une raison à long terme pour investir et entretenir de bonnes relations avec votre banquier. 10e commandement, n'en dites pas trop. Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer justement le n'en dites pas trop. Une personne qui s'appelle Thomas, que j'ai coaché, c'était en 2016, donc ça remonte un petit peu. Cette personne, elle était technicien dans une entreprise qui fabrique des tapis roulants à côté de Toulon. Et donc, cette personne, justement Thomas, elle a acheté un appartement à côté de Toulon, à la Valette du Var exactement. Et c'était un appartement, un T2, c'était dans les 120 000 € par là. Bon, c'était bien placé pour faire du Airbnb, bref, c'était nickel, tout se passait bien. Il fait une première banque, ça passe pas. Une deuxième banque, ça passe pas. Une troisième banque, ça passe pas. Une quatrième banque, il va y avoir une banque et là, il dit écoutez Thomas, moi je crois en votre projet. Franchement, c'est bien ficelé, le dossier est bien monté. Votre situation financière, elle est vraiment pas terrible, mais j'y crois. Et donc là, Thomas, dans un excès de confiance, il dit ah vraiment, merci monsieur le banquier de me financer parce qu'en plus, j'ai appris ce matin qu'il y avait un plan social et que j'allais perdre mon boulot dans 6 mois. Et le banquier l'a regardé et fait ah bah là Thomas, je vous finance plus du tout là. Parce que forcément, le banquier à la base, il va pas forcément considérer tout de suite que c'est les loyers qui vont payer le crédit. Il va surtout considérer que c'est le salaire qui va payer le crédit. Donc s'il sait que le salaire n'est pas stable et que vous allez perdre parce que vous êtes inscrit sur un plan social et que dans 6 mois vous serez au chômage, bah le banquier il dit non. Moi je vous fais un crédit sur 300 mois. Si c'est pour que dans 6 mois vous soyez déjà dans la difficulté, on arrête tout de suite. Ne dites pas ce que le banquier ne veut pas entendre. Ça n'est pas lui mentir. Le banquier vous dit voilà tout de suite à cette date-ci quelle est votre situation. Bah voilà, il ne veut pas savoir ce que vous allez faire dans 6 mois ou 1 an, il veut savoir ce que vous faites maintenant. Chers amis, merci de liker la vidéo, de la partager, de me poser en commentaire toutes les questions qui vous turlupinent par rapport à l'obtention du crédit immobilier sous la vidéo. Je répondrai à la totalité des questions que vous me poserez. Et puis bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!